commencer peut-être chronologiquement avec la Coupe de Belgique et ce fameux match qui aura fait couler pas mal d'encre entre Alexander, le Classico. Julien, sur le plan purement sportif, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'on a vu à Anderlecht qui était supérieur au Standard sans non plus pousser plus que ça. J'ai l'impression vraiment que c'est une victoire qui a été forgée assez facilement. Ils n'ont pas eu besoin de jouer, de pousser plus que ça leur talent pour finalement mettre à mal le Standard, qui s'est un peu tiré une balle dans le pied avec sa défense qui n'est pas toujours tip-top. Voilà, une qualification normale pour Anderlecht, Oui. logique. Et du coup, une saison qui se termine plus ou moins pour le Standard, quoi. Oui. Est-ce que tu penses que ce match de Coupe de Belgique a eu une certaine incidence sur le match de championnat aussi, que les Anderlechtois se sont dit ça a été assez facile lors de ce match de coupe, on va répéter ça? Pour les Anderlechtois, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont pris le match de championnat au-dessus de la jambe en se disant que ça irait? Je pense pas, parce qu'ils font une saison qui est sérieuse et donc je n'ai pas l'impression qu'ils aient pris ce match à la légère, mais je pense plutôt dans l'autre sens pour le Standard. On se dit ok, on a pris une claque de 0 en ayant très mal joué il y a 3 jours, il faut qu'on relève la tête. Et on a vu un Standard qui était beaucoup plus entreprenant, qui avait un meilleur état d'esprit. Et je pense que c'est là que s'est fait la différence. Oui. Maintenant, au niveau championnat, on a ces deux clubs bruxellois qui tiennent bien la route. Hein, l'Union a 6 points d'avance maintenant sur Anderlecht. Moi, j'ai l'impression, David, je vais demander ton avis à ce sujet, j'ai l'impression que dans des matchs vraiment au sommet, contre des équipes du top, que ce soit l'Antwerp, que ce soit Bruges, peut-être le Standard aussi, l'Union, Gand surtout, on a l'impression que quand l'adversaire met beaucoup d'intensité, qu'il y a beaucoup de pression sur le porteur du ballon, Anderlecht éprouve toujours certaines difficultés. Est-ce que c'est ton avis aussi? Oui, c'est vrai, j'ai vu le match hier par exemple, c'était tout à fait le cas, donc ça répond à ta question. Je pense que le match d'hier répond à ta question. Mais hier, j'ai eu la chance de voir le match avec Igor de Camargo. Il était dans la compagnie où je me trouvais. Alors c'est génial parce qu'un ancien joueur qui t'explique ce qui se passe. Je vois un quart du match, hein, donc je pensais que je m'y connaissais au football, mais chaque fois que j'ai un joueur à côté de moi, ou un ancien joueur à côté de moi, ou un coach, il voit quand même beaucoup plus que nous. Et hier, ce qui m'a étonné, c'était le milieu de terrain du Standard et Fossi, le back gauche. Back droit, pardon. Le back droit, Price et Kawabe, c'est vraiment du lourd. Ils sont jeunes, mais c'est vraiment ils ont beaucoup de talent au Standard. Et j'avais l'impression que Ritz et Delaney ne savaient plus trop où se positionner. C'était vraiment la bataille du milieu de terrain a vraiment été gagnée par le Standard. Et c'est vrai, ils étaient très motivés, une belle intensité. Donc on peut peut-être conclure qu'ils jouent mieux sans leurs supporters. On va peut-être rebondir là-dessus, puisque le verdict est tombé aujourd'hui. Suite aux incidents qu'il y a eu en Coupe de Belgique, les débordements antérieurs aussi, les deux clubs viennent de décider que dorénavant, les Classicos, jusqu'en 2025 au moins, vont se dérouler sans supporters adverses. Toi qui as baigné dans ce milieu-là, qui a connu cette ambiance-là, je présume que c'est quand même un petit regret, non? Un petit regret, je trouve ça une catastrophe, mais c'est une bonne décision, c'est une juste décision, mais c'est une catastrophe et je pense que c'est surtout les supporters qui ont créé tous ces problèmes qui doivent s'en vouloir énormément parce que c'est eux les plus fidèles qui vont partout, qui sont punis maintenant. Mais ils punissent le club aussi un peu parce que je peux vous dire que les grands classicos au Standard que j'ai vécu quand je travaillais pour Anderlecht, je sais que les joueurs avaient beaucoup de soutien avec ces 1000 ou 2000, je ne sais pas combien il y en avait en déplacement. Et ça les motivait énormément pour jouer, pour prester. En Hollande, c'est une mesure qui existe depuis très longtemps déjà. Et je peux vous dire, aller voir un Ajax-Feyenoord ou un Feyenoord-Ajax, c'est pas gai, quoi. Hier aussi, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de supporters adverses, mais je pense qu'il faut qu'il faut changer vraiment deux choses, ou deux attitudes. Premièrement, il faut une législation qui permet de punir convenablement, ce qu'il n'y a pas maintenant. Il y a plein d'entourloupes et de nuances dans une loi qui est très compliquée. On met toute la responsabilité dans les clubs, alors que c'est en fait un fait de société. C'est l'État qui devrait pouvoir sévir. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que les supporters eux-mêmes ont une grande responsabilité.
ils doivent comprendre qu'ils desservent le club, leurs joueurs et le football en général. Mais bon, ça, c'est pas leur priorité. Et voilà, ça, c'est les deux choses qu'il faut absolument changer. Ouais. Maintenant, ce qui est dingue, on va prendre le cas d'un club qui n'est pas Anderlecht ou le Standard, le cas de l'Antwerp. 66 ans que cette équipe attend un titre. Ils ont le titre, ils peuvent se produire en Coupe d'Europe. Et qu'est-ce qui se passe? Des exactions des supporters quand ils vont jouer en déplacement. Il y a une recrudescence à ce niveau-là. Comment est-ce que toi tu vois ça au niveau global belge ou européen, Julien? Au niveau belge, oui, on a vu ça même à Charleroi. Les supporters font de plus en plus entendre leur voix, parfois, même souvent, en dépassant les bornes. Et au niveau européen, comme David le disait, il y a le cas des Pays-Bas où les déplacements de supporters sont interdits depuis déjà quelques années. En France aussi, les supporters de Paris ne peuvent plus aller à Marseille, l'inverse est vrai aussi. Il y a les préfets qui prennent régulièrement qui mettent des interdictions de déplacement qui parfois n'ont pas vraiment de sens quand on voit les arrêtés, les dispositions qui sont prises, les raisons. Mais voilà, il y a de plus en plus, on interdit aux supporters adverses de se déplacer. Ici, il y a Darmanin en France qui a interdit aux supporters de Séville d'aller à Lens. Et voilà, c'est une situation qui est compliquée, parce que les supporters veulent soutenir leur club parfois de manière exagérée, en dépassant les limites. Et à l'inverse, on ne peut pas dire ok, c'est juste du supporterisme, on doit laisser couler, parce que quand on voit ce qu'il y a eu à Anderlecht jeudi avec les sièges arrachés qui sont lancés dans le public adverse qui les relance dans les supporters du Standard, les fumigènes qui sont lancés, et puis il y a tout ce qui se passe parfois en dehors des stades. On a vu il y a quelques semaines à Marseille, les supporters qui ont attaqué le quart de Lyon. On a de temps en temps des supporters qui sont tués par des supporters adverses sur des déplacements en pleine ville, etc. Je ne dirais pas jusqu'à dire que le hooliganisme revient, mais voilà, il y a une espèce de mouvement qui est un peu malsain et qui pourrait tourner vers du hooliganisme pur si on ne fait pas quelque chose. Ouais. Tu parles de hooliganisme. Personnellement, privilège de l'âge, j'ai vécu le premier succès européen d'Anderlecht, c'était Anderlecht-West Ham, 1976 au stade du Heysel. J'ai failli me faire lyncher ce jour-là, franchement. Je l'ai échappé de très peu. Il y a eu par la suite encore pas mal de débordements avec des supporters anglais. On était vraiment en pleine époque du hooliganisme. Maintenant, quand on va en Angleterre, David, on peut être à 3 mètres des supporters. Il n'y en a pas un qui bronche dans un stade. Comment est-ce possible que ça se passe comme ça là-bas et que chez nous, il y a toujours tant de problèmes? Parce qu'en Angleterre, s'il y en a un qui bronche dans un stade, il ne rentrera plus jamais dans un stade. Et c'est la police qui décide. C'est eux qui surveillent l'ordre, qui sécurisent les matchs. Les stewards sont très bien payés et formés. Donc, c'est pas comme chez nous. Chez nous, les stewards, et Dieu sait que je les respecte énormément parce que c'est presque du bénévolat. C'est des gens qui font ça dans leur temps libre, qui font ça par amour du club aussi souvent, mais qui ne sont pas formés pour gérer des... J'ai vu les stewards là, dans le match de coupe Anderlecht Standard, et c'est des stewards liégeois qui sont avec les supporters du Standard, mais ces gens ne peuvent rien faire contre ces dérapages. Et en Angleterre, pour le vivre souvent, parce que j'y vais souvent, dans les copes adverses ou dans les sections adverses de l'équipe qui visite, il y a des policiers qu'on ne voit quasi pas, et qui, dès qu'il y en a un qui est trop saoul, ou trop drogué, ou qui fait trop le pitre, on le sort. Et avant et après le match, tous les supporters sont autour du stade, sont mélangés. Il y a juste un moment où ils doivent aller dans leur section. Et tout se passe comme une lettre à la poste. Et ils ont vraiment pris, surtout après Hillsborough, en 92, je pense. Enfin, je ne connais plus bien l'année, mais c'était après le drame du Heysel. Je crois que c'était 89. 89, oui, c'était 4 ans après le drame du Heysel. Là, ils ont vraiment décidé, maintenant, c'est fini. Et ils ont pris les mesures qu'il faut. Et les mesures qu'il faut, c'est tout simple. C'est l'État qui doit dire tolérance zéro. Oui, absolument. Maintenant,
on va avoir la visite de supporters anglais dans un stade que tu connais bien, qui est celui d'Anderlecht, avec le match Union-Liverpool. Ça nous permet d'envoyer sur les matchs européens de cette semaine, avec quand même 2 belles affiches pour nos clubs. Union-Liverpool, et puis également l'Antwerp qui va jouer contre le Barça. Qu'est-ce qu'il faut attendre finalement de ces matchs où on se dit, oui, peut-être que Liverpool ne va pas se déplacer au complet. L'Antwerp, les carottes sont cuites. Est-ce qu'il y a encore un enjeu pour ces 2 clubs-là? Julien. Oui, vas-y, Julien. Pour Liverpool, contre l'Union, Liverpool joue Manchester United le week-end suivant. Ils sont déjà qualifiés pour le prochain tour. Donc, est-ce qu'ils vont venir avec une équipe au complet? Est-ce qu'ils vont prendre le match à fond? C'est peut-être la chance de l'Union sur ce match. Et pour l'Antwerp, je pense qu'il n'y a rien de particulier à attendre sur ce match contre le Barça, où, comme tu as dit, les 40 sont cuites. Ça reste du prestige quand même. Ça reste du prestige, mais on a vu la différence de niveau qu'il peut y avoir. Et le Barça s'est pris une défaite ce week-end contre Girone. Ils auront aussi envie de remettre les poids sur les i et pas enchaîner avec une deuxième défaite de suite. Donc, 2-4, ça fait quand même mal oui. Quand on s'appelle Barcelone. Oui, Girone c'est un beau match. Oui, mais Girone a très très bien joué. C'est une très belle équipe cette saison. Mais voilà, ça reste Girone. En termes de réputation, c'est pas le Real, c'est pas l'Atlético Madrid. Et donc je pense que si le Barça venait à prendre une deuxième défaite contre l'Antwerp, ça leur ferait très mal. Et donc ils veulent pas ça, à mon avis. Il y a peut-être des joueurs qui veulent se montrer aussi. Et donc l'Antwerp risque de subir encore son match. Ouais. David, qu'est-ce que toi tu retiens? Pour moi, les vraies affiches, c'est Genk et Gent. Oui. Qui peuvent gagner le groupe, et pour le coefficient des clubs belges, c'est... Bruges aussi, Bruges aussi, tout à fait, pardon, surtout Bruges et Gand. Oui. Donc ça c'est très important pour l'intérêt général du football belge. Et d'ailleurs, moi j'aime beaucoup l'Europa League et la Conference League, j'adore ça, c'est du vrai foot européen, c'est des petits clubs qui peuvent faire des cas de figure inattendus, c'est des grands clubs aussi souvent, Eintracht Frankfurt, des clubs de notre génération, Bruno, qu'on revoit. Je me sens jeune de coup. Ouais, mais tu es jeune, crois-moi. Mais donc je crois que là, Union, je pense que s'ils viennent avec une équipe C, Liverpool peut-être, on ne sait jamais, mais c'est toujours une belle fête du football parce qu'il y a encore un certain enjeu. L'Antwerp, on va dire que c'est un match de gala, mais je n'ai pas envie d'aller voir ce match. La Gantoise, j'aimerais bien voir. Oui. Et l'Union aussi, d'ailleurs, je vais voir l'Union ce jeudi. Oui. Maintenant, tu as parlé de coefficient européen. C'est vrai qu'on a pris pas mal de points. On est en train de prendre nos distances par rapport à ceux qui nous suivent. Donc, le top absolu, les 5 grands championnats, c'est évidemment Radotant. Il y en a encore 2 autres qui suivent. Mais nous, on est quand même en bonne position pour pouvoir toujours fournir un représentant en Ligue des Champions. Tu parlais de l'Europa League et de la Conference League. Quand on voit les matchs à ce niveau, on se dit c'est peut-être notre niveau, que la Champions League, c'est encore trop fort. Tout à fait, mais c'est notre niveau. Vous savez, on parlait, les grands clubs veulent une Super League. Oui. Je crois qu'elle existe déjà et elle s'appelle la Premier League. Oui. C'est une question de sémantique. Je pense qu'en effet, vu les investissements économiques, c'est impossible. Souvent, un joueur d'un moyen de tableau anglais représente le budget annuel de 2-3 clubs en Belgique. Donc, allez, on ne doit pas tout mesurer à l'argent, mais il y a plus photo, quoi. Il n'y a pas photo du tout, mais ce n'est pas grave. Parce que les Belges ne regardent pas trop le basket, mais ils suivent la NBA. Si vous voyez donc la NBA sert à faire la promo du basket en général. Donc, c'est une question de marketing et d'économie, mais moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai parfois un problème d'éthique avec certains investisseurs qui ne sont pas toujours très clairs, dont on ne connaît pas trop les origines. J'ai un problème aussi, mais qui suis-je pour avoir des problèmes avec ça, et ça, c'est quelque chose auquel on doit veiller, je trouve, en Belgique, que les clubs ne tombent pas dans... On a vu le cas de figure de Courtrai, par exemple, qui, soi-disant, avait été acheté par 2 gars... Indonésiens non, maintenant c'est Vincent Tan, l'Indonésien qui est à Leicester City. Cardiff. Thaïlandais, pardon, oui. Thaïlandais qui est à Cardiff et qui avait acheté Courtrai, qui veut vendre maintenant. Et il y a eu, à l'entre-saison, je pense 2 Américains, je ne me rappelle plus, mais 2 gars qui
n'était pas solvable, donc la vente s'est pas faite, les transferts sont pas faits, le terme qui faisait du très bon boulot, le directeur général s'est barré, tout le cadre est parti, et on voit dans quel état est ce club maintenant. Et pour bien connaître Courtrai, c'est un beau petit club, c'est un bon club de première division s'il était bien géré. Mais ça, c'est dû au fait qu'il y a des investisseurs qui arrivent, qui repartent, au stand idem, hein, donc depuis que ça a été repris 3 fois déjà depuis Mark Cook. Donc ça, c'est le vrai danger. Le vrai danger, c'est pas Man United qui a 43 milliards de budget, c'est pas ça le problème. Hein, c'est notre football à nous qui doit être structuré et solvable. Oui. David, tu n'étais pas encore en Anderlecht quand, début des années 2000, ils ont réussi avec Aimé Antunis. J'étais dans les tribunes. Hein. Ouais. D'accord. Mais depuis pas encore, 76 aussi. Tu n'étais pas encore dans les non, coulisses, disons. Non, c'est oui, ils avaient réalisé 2 campagnes mémorables avec Aimé Antunis. Et puis par après, ça je crois que tu l'as vécu de près, il y a eu une série où malheureusement sur 2 années, ils ont pris 3 sur 36 en Ligue des Champions. Oui, un tout à 0 fait. sur 18 et puis un 3 sur 18 ouais, avec ouais. une victoire encore C'est au Betis. Au Betis, ouais. Au Betis, etc. En très peu de temps, finalement, on a vu la différence de niveau entre vraiment le top, je veux dire, européen et le top belge, parce que je pense qu'Anderlecht aurait toujours les mêmes problèmes aujourd'hui. Je veux dire, on dit parfois qu'on est la risée de l'Europe, hein, quand l'Antwerp prend une dégelée contre Porto. Les journalistes portugais se moquent en disant que cette équipe vient faire en Ligue des Champions. Mais est-ce que malgré tout, ça ne vaut pas la peine de se frotter au meilleur pour espérer augmenter son niveau? Comme bon Anderlechtois, je trouve qu'il n'y a qu'une seule place dans tout, c'est la première, et qu'il faut essayer toujours de pouvoir participer à la Ligue des Champions. Déjà pour des raisons économiques, et qui sait, on tombe dans un groupe où il y a une grosse équipe en crise, où il y a un adversaire qui nous correspond, comme Bruges l'année passée par exemple. Donc il ne faut jamais lâcher ça. Je n'ai pas dit qu'il fallait lâcher la Ligue des Champions. Au niveau sportif, c'est vrai que le niveau, c'est plutôt la Conference League, l'Europa League, la division 2 et 3 de l'Europe. Mais on doit toujours déjà... Et même jouer la Ligue des Champions, ça met pas mal de joueurs en vitrine. Ça améliore des joueurs aussi. Hein. Tu parlais de Betis Séville, tu te rappelles, ils avaient mis, je ne sais plus qui était coach, ils avaient mis toute compagnie, Anthony Van den Borre, tout jeune. C'est compagnie qui avait marqué. Ouais, et c'est compagnie qui marque. Ouais. Donc, c'est des moments de formation qui valent leur prix. Donc, je crois qu'il faut toujours être ambitieux et viser le plus haut, mais rester réaliste. Julien, tu es du même avis? Oui, je suis en se disant qu'on peut peut-être tomber contre une équipe qui a un peu plus mal. Oui, comme on l'avait vu avec Gand aussi il y a quelques années. Avoir un bon tirage. C'est ça, et parfois il suffit d'un petit peu de chance. On peut tomber dans un groupe de la mort et se faire défoncer, comme on peut tomber dans un groupe avec des équipes qui finalement se valent un peu toutes et ça peut passer. Et oui, c'est un niveau qui est compliqué pour nous. C'est clairement un cran, voire 2, voire 3 au-dessus du championnat belge, et donc c'est très compliqué. Voilà, avec un peu de chance. Et puis Conference League et Europa League, c'est aussi des niveaux où les clubs peuvent aller loin, prendre des points, conforter le classement UEFA, puis aussi donner de l'expérience à des joueurs. Après, est-ce qu'on pourrait aller vraiment super loin dans ces compétitions? Je pense pas, parce qu'on va arriver à un problème, il y a trop de matchs de championnat. Donc, quand on arrive sur la fin, dans les playoffs, etc., on n'a pas encore eu le cas, heureusement, d'avoir un club qui arrive même en demi-finale ou en finale, mais je pense que ça arriverait, on aurait des problèmes de calendrier pour caser tous les matchs, et les noyaux sont trop petits. Donc, arriver même jusqu'en quart de finale chaque année, avoir un club ou l'autre qui arrive, ce serait déjà bien. Mais si je peux dire quelque chose là-dessus, généralement, ce que j'ai vécu à Anderlecht, c'est qu'au plus de matchs il y a, au plus le niveau monte. Et la dernière année de championnat, on a joué les quarts de finale de l'Europa League contre Man United. Et on a été champion. On ne s'est jamais plaint qu'il y avait trop de matchs parce que justement, ça met une équipe dans un rythme et ça fait jouer plein de joueurs qui peut-être ne joueraient jamais. Oui, il y a eu un commentaire aujourd'hui comme quoi le fait de ne pas jouer 3 matchs la même semaine peut-être desservir Anderlecht, tout à fait. Qui n'est plus habitué à ça, alors qu'on a quand même encore quelques représentants en Coupe d'Europe. On va peut-être
puisque tu es là pour la première fois, David, on a déjà évoqué le championnat ici. Le phénomène Union, qui depuis 3 ans quand même épate tout le monde, est-ce qu'il peut vraiment s'inscrire dans la durée ou est-ce que tu crois que malgré tout, il y a un coup d'arrêt qui peut se manifester à un moment donné? Pour moi, ils s'inscrivent déjà dans la durée parce que c'est depuis 3 ans depuis qu'ils sont en première division quasi. Et je pense que l'Union est le club au niveau sportif probablement le mieux géré de Belgique. Oui, qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'ils ratent quasi pas de transfert. Quasi pas, je crois tu es journaliste, tu devrais calculer le pourcentage des transferts qui n'ont pas réussi. Même des joueurs qui vont pas jouer une saison suivante, ils ont eu le temps de s'adapter et ils vont... Puertas par exemple. Mais alors, moi je vais prendre comme exemple Bart Nieuwkoop de l'année passée, qu'ils ont été chercher Feyenoord et champion. Nieuwkoop joue quasi toute la saison alors qu'il est le deuxième choix à sa position derrière Malacia qui était blessé. Et il joue toute la saison, il est fin de contrat et l'Union parvient à le convaincre pour venir jouer à l'Union. Il pouvait aller en Allemagne, il pouvait aller un peu partout. C'est ça le génie. De savoir que Nieuwkoop est fin. Bon, maintenant c'est plus facile qu'avant, il y a des data, il y a des programmes pour tout ça. Mais de trouver ce profil, Feyenoord, parce que je sais qu'en Belgique on ne regarde pas trop la Hollande. Moi je suis grand fan du football hollandais parce qu'ils sont tous formés. Techniquement, ils sont toujours très bons. Nieuwkoop vient et ils sont quasi champions. Et maintenant il est retourné à Feyenoord où ils sont deuxième maintenant derrière un PSV qui est intouchable. Donc c'est ça la gestion, c'est pas aller chercher des vedettes, c'est plus de notre temps. Le temps qu'Anderlecht allait acheter tout ce qui jouait bien à Malines, c'est fini, ou prendre les meilleurs des autres, pour déforcer souvent les autres. Tout ça c'est fini, maintenant il faut être créatif et scientifique quasi. Et la personne pour moi dont on ne parle pas assez, je pense, peut-être qu'elle ne veut pas qu'on parle d'elle, c'est Chris O'Loughlin. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ils ont, je sais pas, 4 transferts, ils ont tous réussi. À Moura, qui était sur le banc à où ça, Lausanne, Lugano. Donc c'est fantastique. Il faut avoir le nez creux pour aller les chercher. Ils arrivent à trouver les joueurs qui s'imbriquent bien dans le système avec les autres joueurs. Tous des mecs qui sont peut-être pas les meilleurs dans leur club où ils sont, ils arrivent comme complémentaires et tout fonctionne. Et le coach. Et le coach a le système aussi. Non, mais changer le coach aussi. Changer le coach, c'est parce que par exemple, ce qu'ils ont fait à Cargueiras, pour autant que je sache, parce que je lis dans la presse, ce qui est incroyable à l'Union, et ça j'apprécie beaucoup, ils ne sortent pas de leur budget qu'ils se sont fixés. Et il n'y a aucune raison pour un coach qui a encore 1 ou 2 ans de contrat, qui est champion, qui est deuxième, ou qui crée la surprise, qu'il reçoive une augmentation. Le contrat est là. Pourquoi est-ce que... C'est une maladie du foot, donc un coach qui fait... C'est incroyable quand même. Si tu écris, de ton temps à Foot Magazine, tu écris 3 bons articles, on ne va pas te dire, tiens, un bonus. Parce quand j'interviewais Stegen, j'avais automatiquement un bonus. Oui. Non, mais c'est quand même... l'Union... Louange. Oui, mais disons que ça fait 2 ans qu'ils échouent en fait près du but, que ce soit en Coupe de Belgique, que ce soit en championnat. Qu'est-ce qui pourrait te faire dire que cette année-ci sera la bonne? Qu'ils ne se retrouveront pas les mains vides en fin de saison? S'ils n'ont pas été champions 2 fois, c'est à cause des playoffs. Oui. Je sais qu'Anderlecht une fois a été champion grâce aux playoffs. Commencé 3e avec 8 points de retard. Donc, voilà. Et donc, je veux dire, les playoffs, c'est la loterie nationale. Là, il faut, comme on dit, il faut atteindre son sommet au bon moment, comme avec les coureurs cyclistes. Donc, si c'était des championnats réguliers, je pense qu'ils auraient été 2 fois champions. Et maintenant, c'est la maturité, peut-être, qui fera que... mais l'année passée, on peut encore jouer 100 saisons comme ça, ce ne sera plus jamais comme ça. C'était tout à fait exceptionnel. On va peut-être terminer par l'affiche de la Coupe de Belgique, qui est de nouveau un derby bruxellois, Union Anderlecht. Est-ce qu'Anderlecht va un jour parvenir à battre l'Union? Je l'espère, mais je vais laisser parler Julien. Julien. Ouais, c'est un match vraiment le signe indien. Oui, mais après, c'est un match de coupe, comme on dit, c'est toujours particulier. Faudra voir un peu comment seront les effectifs à ce moment-là, parce qu'il y a la Coupe d'Asie et la Coupe d'Afrique. L'Union risque d'être sans Amoura. Ça peut pas mal jouer.
Il y aura peut-être des renforts qui seront arrivés d'ici là, sûrement même. Donc là maintenant, à l'instant T, je crois que c'est difficile d'arriver à dire l'Union va battre Anderlecht ou Anderlecht va battre l'Union, parce qu'il y a beaucoup de choses en très peu de temps qui peuvent se passer. Ouais. Mais voilà, si Anderlecht veut réussir sa saison complètement, s'ils arrivent à battre l'Union, arrivant en demi-finale en les ayant battus, il n'y aura pas spécialement un tableau ouvert, parce qu'en demi-finale, ce sera Bruges ou Gand. Ouais. Donc c'est encore du gros morceau derrière. Mais voilà, il faudra voir à ce moment-là, c'est dans un mois. Ouais. David? Un jour, ils battront l'Union et ce sera dans un mois, j'espère. Non, mais je pense qu'Anderlecht, la saison a déjà, elle est déjà pour moi réussie, dans le sens où ils ont retrouvé la stabilité sur le terrain et à côté du terrain surtout, parce que c'était là que c'était très instable. Donc, je m'en réjouis. Et au niveau football, ce qui me fait dire qu'ils pourraient battre l'Union, qu'ils pourraient éliminer l'Union en coupe, c'est l'expérience qu'il y a dans cette équipe maintenant. Delaney, Ritz, je trouve un transfert, même si hier c'était un peu moins bon. Ritz est peut-être le meilleur transfert du Sporting, je trouve, parce qu'enfin il y a cet équilibre au milieu. Delaney aussi, alors que je me disais, allez, encore un fin de carrière qui n'a plus de contrat. Mais apparemment, je me suis totalement trompé là-dessus. Et alors, un gars, ce que je trouve incroyable, c'est Dreyer, que je trouvais pas très bon l'année passée, qui joue bien maintenant parce qu'il est entouré. Donc ses points faibles sont compensés. Donc c'est ce qui me fait dire que comme il y a de l'équilibre, il y a de la maturité, qu'Anderlecht a vraiment une bonne chance de battre l'Union.